Escena 1, toma 15. Bon, aujourd'hui, j'espère que ça marche pour toi. Je vais parler sur les consulats de l'Empire napoléonien. À la fin du XVIIIe siècle, la France est épuisée par les troupes révolutionnaires. En 1799, Napoléon Bonaparte profite de cette instabilité pour réaliser le coup d'État qui ouvre la période du consulat. Et qu'est-ce que c'est le consulat? Et bon, Napoléon devient premier consul et concentre progressivement le pouvoir. Il réorganise l'administration, stabilise l'économie et crée les lycées. Et en 1801, les concordates rétablissent la paix religieuse. L'œuvre majeure de cette période est les codes civils, qui consacrent l'égalité devant la loi, la propriété privée et les mariages civils. Peu à peu, Napoléon renforce son autorité personnelle. La France s'est devenue plus stable, mais aussi plus centralisée autour de lui, de Napoléon Bonaparte. L'Empire. On va commencer avec l'Empire de Napoléon. Le 12 décembre 1504, Napoléon s'est fait couronner l'empereur des Français en présence de Papy VII. Rapidement, il cherchait à s'en étendre son influence en Europe, ce qui provoque la formation des coalitions. Les coalitions sont des guerres provoquées pour la lutte des autres pays contre Napoléon. Pour arrêter la montée et la puissance de Napoléon, plusieurs pays européens s'unissent régulièrement. La troisième coalition, on va commencer avec la troisième coalition qui c'est l'hégémonie Autriche et Russie contre Napoléon. Napoléon remporte une victoire décisive à Austerlitz et ce sera la commence de la quatrième coalition. La quatrième coalition a commencé en 1806. Prusse et Russie sont rencontrés de la France. Les victoires françaises d'Héléna et d'Osteta osèrent la domination de Napoléon en Allemagne. Pendant la cinquième coalition, Autriche et Royaume-Uni, une autre fois, luttent contre Napoléon. Et c'est la guerre où Napoléon gagne à Warham. Mais la guerre devient plus difficile. Pourquoi? Grâce à ces victoires, l'Empire atteint son apogée vers 1810. Les cartes montent en Europe largement contrôlées par la France. Et ça sera le début, le déclin de la France. Que ça sera provoqué par l'ambition de Napoléon, parce qu'il fait l'invasion de la Russie. En 1812 est une catastrophe. Les froids, la faim, la retraite détruisent la grande armée de Napoléon. Profitant de cette faiblesse, les puissances se recoupent encore une fois dans la sixième coalition. Prusse, Russie, Autriche, Suède, Royaume-Uni, les défaites de Leipzig en 1813 force Napoléon a abdiqué en 1814. Il est exilé sur l'île d'Elbe
Mais elle est encore une autre fois et, en France pendant les 5 jours. Napoléon revient brièvement au pouvoir en 1815, mais le reforme la 7e coalition pour l'arrêter. La défaite de Waterloo met fin définitivement à son règne. Il est envoyé à Sainte-Hélène où s'achève l'époque napoléonienne. Et ce sera la fin, parce que jusqu'à là, Napoléon est mort dans la île de Sainte-Hélène. Ce sera la fin de l'Empire napoléonien. Et bon, les choses qu'on peut dire sur la restauration après la chute de l'Empire napoléonien sera que la restauration et la monarchie de Juillet commence après la chute de Napoléon Ier en 1815. La monarchie est restaurée en France avec le retour des Bourbons au pouvoir. Et lui, son 18e devient roi et restaure une monarchie constitutionnelle fondée sur la charte de 1814. Cette charte garantit certaines libertés, mais les rois conservent des pouvoirs importants. On va commencer à parler sur Louis XVIII. Lui tente de concilier les acquis de la Révolution avec le retour de la royauté. Il maintient la charte de 1814 qui reconnaît la liberté de presse, l'égalité devant la loi et la propriété privée. Cependant, les suffrages restent censitaires, réservés aux plus riches aussi. Et après son royaume, Charles X va commencer à prendre le pouvoir et ce sera le successeur de lui. Charles X adopte une politique très conservatrice. Il favorise l'Église catholique et les nobles. Il limite les libertés publiques. En juillet 1830, il publie les grandes ordonnances qui suspendent la liberté de presse et dissolvent la Chambre des députés. Cette mesure provoque une révolte populaire à Paris. Les 3 jours glorieux, que ça seront les jours 27, 28 et 29 juillet, mai en 1830. Et les Parisiens dressent de barricades et Charles X abdique et s'exile. Louis-Philippe Ier et la monarchie de Juillet seront les fêtes historiques qui vont commencer après de la chute de ces royaumes. Louis-Philippe Ier, issu de la frange des Orients, est proclamé roi des Français et il met en place une monarchie constitutionnelle plus libérale. Le pouvoir est partagé entre le roi et le Parlement.
Il souhaitait désintéresser de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Mais cette monarchie restait inégalitaire. Les suffrages censitaires excluent les ouvriers et les paysans. Les inégalités sociales provoquent des tensions croissantes. Et ça va faire le début de la révolution de 1848. Face à la crise économique et au mécontentement populaire, une nouvelle révolution éclate en février 1848. Louis-Philippe abdique et s'exile. Les personnes seulement voulaient avoir plus de liberté et de droits. Et lui ne le voulait pas, mais les gens faisaient une chose pour abdiquer à Philippe et faire possible son exil. La Deuxième République est alors proclamée, marquant la fin de la monarchie en France. Je crois que ce sera la fin de ces sujets, mais on va parler de plus petits sujets dans un moment. Et on va parler de la Deuxième République. Ça commence pendant les années de 1848 jusqu'à 1852. En février 1848, une nouvelle révolution éclate à Paris. Le roi Louis-Philippe Ier abdique et la Deuxième République est proclamée. Et un gouvernement provisoire est mis en place et porteur d'espoirs démocratiques et sociaux. La première réforme du gouvernement provisoire, c'est le nouveau régime adopté des mesures audaces. Le suffrage universel masculin est instauré, donnant le droit de vote à tous les hommes. L'esclavage est aboli dans les colonies françaises et le droit au travail est reconnu. Et les ateliers nationaux sont créés pour offrir de l'emploi aux ouvriers. Mais rapidement, deux divisions de la République s'opposent, comme d'habitude. Et ça serait la première idée, et ça serait une république libérale qui est créée sur la propriété, l'ordre et des libertés individuelles. Mais la seconde, ce sera la république sociale qui défend la solidarité, la réduction des inégalités et les droits des travailleurs. Le journée de juin 1848, la fermeture des ateliers nationaux provoque une insurrection ouvrière à Paris. La répression est brutale. Les milliers de morts et d'arrestations, la République libérale l'emporte, mais au prix d'un profond traumatisme social et doit en provoquer la division du pays. Après ce moment, l'élection présidentielle c'est obvié qui va faire possible, et qu'en décembre 1848, Napoléon Bonaparte
était élu comme président avec 64% des voix. Il bénéficiait le suffrage universel aussi, et les masculins, et d'une forte popularité liée à son nom. C'est pour ça qu'il a gagné, parce que les gens les liaient avec son oncle Napoléon Bonaparte. Et bon, il va faire la constitution et les résultats démocratiques dans le pays. En 1849, une nouvelle assemblée est élue. Elle a adopté une constitution qui renforce l'ordre public, comme la censure, le contrôle de la presse, le pouvoir accru de l'armée. En 1850, une loi électorale réduit les corps électoraux. Il faut résider 3 ans dans une commune pour voter. 10 millions de Français sont exclus du suffrage. Et à continuation, les coups d'État de la fin de la République s'approchent. Le 2 décembre 1858, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État. Il dissout l'Assemblée et il fait arrêter des opposants. Il rétablit le suffrage universel par plébiscite. Un an plus tard, le 2 décembre 1852, il devient Napoléon III et empereur des Français. Ça c'est pour ça qu'elle était en contre de ça, mais elle est empereur. Le second empire commence. Le régime autoritaire, la censure, la répression, mais aussi la modernisation économique et politique extérieure s'est activée en France. Malgré sa courte durée, la Deuxième République marquait l'histoire. Elle élargit la citoyenneté et elle affirmait des droits sociaux fondamentaux. Elle laissait un héritage républicain qui influencera les générations suivantes. Et c'est pour ça que c'est important de mentionner ce sujet, parce que il en donne beaucoup d'informations et pour comme on peut entendre l'histoire de France. Ça sera qu'on va commencer avec une autre histoire. Et ça sera l'histoire du Second Empire. Une période qui va commencer de 1852 à 1870 et qui correspond au règne de Napoléon III. C'est une période très importante parce qu'elle mélange l'autorité politique, la modernisation économique, des réformes libérales et finalement une guerre qui va tout fait tomber. Donc, on commence en 1852 avec Louis-Napoléon Bonaparte qui était président de la République. Organise un plébiscite, il obtient un énorme soutien populaire et il devient Napoléon III, empereur des Français. Et là commence ce qu'on appelle l'empire autoritaire. Pendant ces premières phases, Napoléon III concentre vraiment le pouvoir. La presse est contrôlée, leur position est surveillée, les élections sont organisées pour renforcer l'image du régime, et tout est fait pour assurer l'ordre et éviter des divisions politiques. L'idée de Napoléon III, c'est que la France a besoin de stabilité pour pouvoir avancer.
Et justement, pendant cette période, la France avance énormément. On va voir une modernisation économique spectaculaire. Les industries se développent. Il y a plus de commerce. Les banques deviennent très puissantes. Et surtout, on construit des chemins de fer partout dans le pays. Ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui vont avoir beaucoup d'opportunités, un peu injustice pour les personnes qui travaillent, mais c'est une chose qui a changé la révolution industrielle. Paris, elle aussi changé complètement. Et avec les barons Haussmann, je crois, on crée les grands boulevards, les avenues, les parcs, bref. Paris devient la capitale moderne qu'on connaît aujourd'hui. Grâce à ça, cette croissance profite beaucoup à la bourgeoisie, qui devient la grande gagnante économique du régime. Mais évidemment, dans un régime autoritaire, les critiques commencent à se faire entendre. Les républicains, les libéraux, les socialistes, tous réclament plus de liberté et justice. Et Napoléon III, qui est assez pragmatique, comprend que s'il veut que son régime dure, il doit s'adapter. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième phrase. Et ça sera comme l'empire libéral à partir des années 1860. Petit à petit, Napoléon III assouplit son régime. La presse récupère plus de liberté, les corps législatifs obtient plus de pouvoir et la vie politique devient beaucoup plus ouverte. On peut dire que l'empire devient presque une monarchie constitutionnelle, mais avec la différence de que Napoléon aide à la bourgeoisie, les bourgeois et les Bourbons. Pendant ce temps, sur le plan international, Napoléon III essaie de rendre à la France une grande influence. Il participe à la guerre de Crimée et il soutient l'unité italienne contre l'Autriche et il intervient même au Mexique en soutenant l'empereur Maximilien. On connaît l'histoire, mais ok. Mais toutes ces interventions ne sont pas forcément des succès. Et l'empire commence à se fragiliser. Et puis arrive le grand important, la montée en puissance de la Prusse dirigée par Bismarck. La tension augmente. Et en 1970, la guerre éclate et la guerre franco-prussienne. Et là, c'est une catastrophe. La France est mal préparée, la Prusse est beaucoup plus organisée et les défaites s'enchaînent très vite. La défaite finale a lieu à Sedan, où Napoléon III est capturé, finalement. À partir de ce moment, tout s'effondre. Et le Second Empire tombe et la Troisième République est finalement proclamée. On va parler de ça dans un petit moment. Et ok, on va commencer avec quoi? L'histoire de la Troisième République française et du régime des Vichy. Une période qui va de 1870 à 1944.
Et c'est une époque marquée par des défaites, des réformes, des crises, mais aussi par une incroyable résistance, si je peux dire ça. Tout commence en 1870. La France est vaincue par la Prusse. Napoléon III est capturé à Sedan et la République est proclamée, la troisième. Mais juste après, Paris se soulève. C'est la Commune de Paris, un mouvement révolutionnaire qui veut une république plus sociale et plus égalitaire. Elle est finalement écrasée dans les sangs. En 1871, la France signe le traité de Francfort avec l'Allemagne. Elle perd l'Alsace et la Lorraine. Et ce traumatisme va nourrir un fort désir de revanche pendant des décennies. La République s'installe malgré tout. En 1875, les lois constitutionnelles organisent le régime. Président, parlement, élection. Et elle se construit autour de symboles forts comme la Marianne, les drapeaux tricolores, la devise liberté, égalité, la devise de liberté, égalité, fraternité, comme on le connaît. Dans les années 1880, on adopte les grandes lois républicaines comme la liberté de la presse, la liberté d'association et surtout les lois scolaires que Jules Ferry va rendre l'école gratuite, l'école est obligatoire. Mais la République traversait aussi des crises politiques comme l'affaire Dreyfus qui divise profondément les pays. C'est les peuples qui sont aidés, qui est à l'Allemagne et pour un autre côté, on va rencontrer les gens qui aident la France. Et puis, ça arrive la Première Guerre mondiale en 1914. La France est engagée dans un conflit terrible contre l'Allemagne. C'est une guerre longue, mais la République résiste et sort victorieuse en 1818. Mais l'entre deux guerres, la France connaît des difficultés, des crises économiques, des tensions sociales et des montées des extrêmes. Et la République est fragilisée. En 1840, tout bascule. L'Allemagne nazie envahit la France. Le maréchal Pétain signe l'armistice et permet en place le régime de Vichy. C'est un régime autoritaire qui collabore avec les nazis et supprime les libertés. Mais il y a aussi la résistance. Des hommes et des femmes refusent la défaite. Le général de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire de la République française et organise la lutte depuis Londres et pendant les résistants agissant sur les terrains. En 1844, c'est le grand tournant. Le débarquement en Normandie. Les Alliés libèrent la France. Le régime de Vichy s'effondre et la République est restaurée. Ce sera la fin parce que, comme exemple, les États-Unis aident à la France à obtenir son liberté.
Et voilà, c'est l'histoire d'une république qui traverse des épreuves, qui connaît des défaites et des crises, mais qui finit par se relever grâce à les valeurs et la résistance de son peuple. Et on va commencer à parler de le dernier sujet qui va être très intéressant, comme tous les sujets de lesquels on a déjà parlé. Mon Dieu, ça a été une vidéo très longue, mais j'espère que vous les profitez. Mais donc, c'est le dernier sujet. Et alors, je vais vous raconter l'histoire de la 4e et de la 5e République française. Une période qui commence en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Mon Dieu. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire marquée par des guerres, des réformes, des crises et de grandes transformations politiques. Mais bon, on commence en 1846, juste après la Seconde Guerre mondiale. La France est en reconstruction et on crée la 4e République. C'est un régime parlementaire, mais avec un pouvoir exécutif très faible. Le gouvernement se succède rapidement et il y a beaucoup d'instabilité. En plus, la France est confrontée à des conflits coloniaux très violents. Et d'abord, il y a la guerre d'Indochine contre les indépendantistes vietnamiens. Puis, à partir de 1954, c'est la guerre d'Algérie, une guerre longue et sanglante qui divise profondément la société française. Et face à cette instabilité, Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958. Il propose une nouvelle constitution et c'est la naissance de la 5e République. Cette fois, le pouvoir exécutif est renforcé. Le président a un rôle central et il est élu au suffrage universel et il dirige la politique du pays. La 5e République commence donc avec un État fort, capable de prendre des décisions rapides. Et en 1962, après des années de guerre, la France signe des accords de Vienne qui font la fin de la guerre d'Algérie. C'est la fin de la guerre d'Algérie et l'Algérie se devient indépendante. Mais la République n'est pas à l'abri de tensions. En mai 1968, comme ici au Mexique, une vague de protestations éclate dans tout le pays. Les étudiants occupent les universités et les ouvriers se mettent en grève. Des millions de personnes descendent dans la rue. C'est une crise sociale et politique majeure, qui remet en question l'autorité des institutions et les modèles de société. Jusqu'ici, et pendant mai 1968, les étudiants seulement cherchent des droits et les ouvriers meilleurs droits dans leur travail. Ils veulent seulement avoir des opportunités et justice. Malgré toute la 5e République, malgré tout,
la Cinquième République résiste. Il s'adapte et il continue jusqu'à aujourd'hui avec des présidents successifs, des réformes, des alternances politiques de toujours, et toujours des débats sur la démocratie, la justice sociale et l'avenir du pays. Jusqu'à aujourd'hui, on a des changements très importants dans le pays et c'est pour ça que cette histoire, c'est une histoire riche, c'est une histoire pleine de conflits et de changements, oui, mais aussi de résilience et de réinvention pour la France. Et on va laisser jusqu'ici l'histoire. J'espère que ça a été une bonne histoire pour toi. Et au revoir.